Et bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Nathalie qui a particulièrement soutenu ce podcast en mars 2025, donc elle se reconnaîtra. Merci beaucoup Nathalie. Et j'ai d'autres personnes aussi à remercier que je remercierai en fin d'épisode après le générique. Et j'en profiterai pour faire quelques annonces. Voilà, bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Connaissez-vous le Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous avez peut-être en tête Jeanne d'Arc, les paysans dans les champs et les escargots dans les enluminures, mais c'est loin de n'être que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période historique de 1000 ans. En gros, de l'année 500 à l'année 1500. Mais il y a en fait autant de Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et je reçois dans ce podcast de jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 105. Léa et l'alchimie au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, alors j'ai envie de dire c'est un épisode particulier, même si vous commencez à être habitués maintenant, parce que c'est un épisode en public. Et oui, nous enregistrons en octobre 2024 au Social Bar à Paris, donc c'est un super bar qui est à côté de la gare de Lyon. On a une ambiance un petit peu tamisée et vu le sujet du jour, en fait c'est plutôt bien. Et oui, parce qu'en fait il y a eu plus de 20, alors j'ai arrêté de compter, mais au moins 20 épisodes enregistrés en public. Mais là aujourd'hui c'est le premier épisode du format classique qui est enregistré à Paris dans un bar. Oui, ça fait beaucoup de spécificité, mais je suis contente de relever ça. Et le sujet d'aujourd'hui, je voulais le faire depuis un moment. Et c'est aussi, je tiens à le préciser, une commande d'un auditeur, je tiens à le remercier, Gauthier Larcher, parce que pendant la campagne du carnet Passion médiéviste, oui alors là, faut suivre, allez voir ce que c'est, parce que je vais pas tout expliquer, mais pendant cette campagne du carnet, il y avait un palier très spécifique, le palier Paladru, qui était effectivement le palier le plus cher, mais si des personnes prenaient ce palier, ils pouvaient me demander un sujet d'épisode à traiter. Eh bien, Gauthier m'a demandé, alors il m'a proposé 45 sujets, 3-4, mais l'un d'eux était l'alchimie. Et quand j'ai reçu le mail de mon invité qui me proposait ses recherches, je me suis dit, mais c'est parfait. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa Aubard. Bonjour Léa. Bonjour. Donc Léa, je te reçois parce que tu as fait un M2 en 2024 au sein du Master de recherche Mondes médiévaux à l'Université Lumière Lyon 2 sous la direction de Véronique Rouchon. Et donc tes recherches ont porté sur les représentations de l'alchimie au XVe siècle. Vous avez vu, je l'ai dit de façon très dramatique. L'alchimie au XVe siècle au regard notamment de 3 manuscrits. Donc pendant l'épisode aujourd'hui, on va faire le point sur ce sujet qui fait tant fantasmer, mais vraiment en s'attachant aux sources très précises. Alors déjà, première question rituelle d'un patient médiéviste, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors en fait, c'est une histoire assez personnelle parce que j'ai commencé à m'intéresser au sujet donc au lycée et je suis tombée en fait sur une image alchimique et je me suis dit waouh, non mais c'est quoi ? Enfin, j'étais hyper intriguée et en fait mon but après donc par mes études, ça a été de vraiment pouvoir comprendre ces images. Donc t'as vraiment ton fil rouge. Voilà, exactement. Pouvoir comprendre et analyser ces images. Et donc c'est pour ça que j'ai fait de l'iconographie, j'ai fait de l'histoire médiévale, etc. Donc t'as cherché un master d'alchimie, mais il n'y en avait pas. Donc, non, malheureusement. Malheureusement non. Dommage. Donc voilà, je suis passée par l'histoire et l'iconographie médiévale. Et qu'est-ce que tu voulais montrer dans tes recherches, à part donc comprendre ces images ? Donc, alors, mon but dans cette étude, c'était donc de comparer 3 manuscrits. Je voulais montrer les différences de traitement de l'image alchimique, de voir est-ce que d'un manuscrit à l'autre, on va retrouver des motifs récurrents, ou au contraire, est-ce que chaque manuscrit dépeint l'alchimie de manière différente. Et si différence il y a, de voir en fait si elle témoigne d'une différence, d'une manière de pratiquer qui est différente, ou une manière de penser l'alchimie qui est différente. Mais est-ce que les représentations de l'alchimie au Moyen-Âge, ça n'a pas déjà été étudié aujourd'hui ?
Eh bien, finalement, pas tant que ça. En fait, on a beaucoup d'études qui vont porter à partir de la Renaissance, mais finalement, au Moyen-Âge, surtout sur les images, je vais expliquer un peu plus tard pourquoi, mais c'est parce qu'il y a très peu d'images médiévales, en fait, beaucoup moins qu'à la Renaissance, et donc les études vont plus porter sur vraiment la théorie, etc., les différents traités alchimiques qu'il va y avoir, mais vraiment sur la représentation de cette alchimie, on n'a quasiment rien, à part deux, trois auteurs, je pense notamment à Madame Barbara Obrist, qui a fait un travail vraiment colossal sur le sujet. D'accord, on va en parler en détail. Déjà, très important aussi, avant qu'on rentre plus en détail dans le sujet de l'alchimie, raconte-nous sur quelle période est-ce que tu as travaillé ? Alors, quand j'ai commencé à travailler sur mon mémoire, de base, je voulais balayer tout le Moyen-Âge. Sauf que c'est impossible. Un peu ambitieux, ouais. Très ambitieux, beaucoup trop. Et donc, je m'étais dit, à partir de l'apparition de l'image en alchimie. Donc 13e, 14e siècle, au final, je me suis dit non, on va faire beaucoup plus simple, on va prendre simplement le 15e siècle. Après, beaucoup plus simple, tout est relatif. Hein. Mais du coup, je me concentre sur le 15e siècle. Parce que pour moi, le 15e siècle, c'est vraiment l'aboutissement de l'image alchimique du Moyen-Âge. Et juste, ta directrice de recherche, quand elle est la voir en disant je travaille là-dessus, elle a réagi comment ? Elle a eu peur. Carrément. En fait, elle a eu peur pour moi, dans le sens où elle s'est dit c'est vraiment monstrueux comme travail pour un mémoire sur 2 ans. Parce qu'il faut appréhender les concepts alchimiques, il faut lire toute l'historiographie également, et comprendre les images aussi. Tout ça imbriqué, elle a eu un peu peur pour moi. Et aussi parce que simplement le sujet fait peur, et elle avait peur que je parte un peu n'importe comment, quoi. Mais elle a accepté, elle t'a dit quand même on va y arriver ? Ouais, elle m'a fait confiance et je suis très heureuse de ça. Maintenant, arrivons à notre sujet. On va déjà commencer aussi par quelque chose de très important, on va définir les choses. Comment est-ce que tu définis l'alchimie ? Et est-ce que d'ailleurs, d'où vient ce mot aussi, si tu sais ? Alors oui, ça vient de alchimia, qui est un mot arabe. Et donc quand c'est passé dans le monde latin, on l'a transformé en alchémie. Donc on a plusieurs occurrences, plusieurs termes pour désigner l'alchimie. Donc alchémie, alchimie, mais ça reste dans la même base. Et sinon, en fait, l'alchimie, donc c'est un projet d'imitation et de manipulation et de transformation de la matière. Donc en fait, si vous voulez, on essaye de recréer la nature, les processus naturels de la nature à une plus petite échelle. Oui, parce que ça s'appelle l'agriculture, en fait, aussi. Alors, en fait, c'est lié justement à l'artisanat, à l'agriculture, etc. Et donc oui, en fait, c'est très lié, plus qu'on pense, en tout cas. Et donc, en fait, en ce sens, ils entendent accéder à ce qu'on appelle la permutabilité des métaux. La permutabilité, donc c'est-à-dire, en fait, faire changer, par exemple, donc on a tous entendu changer le plomb en or, etc. En fait, c'est ça, passer d'une espèce à une autre. Donc la transmutation, c'est bien différent de transformer. Parce que transformer, on le fait évoluer. Alors que transmuter, c'est vraiment passer d'un état à l'autre sans passer par les différentes étapes d'évolution. Et du coup, est-ce qu'ils définissent ça comme une science ? Alors, à l'époque, un certain moment, donc à XIIIe siècle, c'est considéré comme une science, notamment une branche subalterne de la physique. Mais après, donc à partir du XIVe siècle, notamment à cause des échecs répétés à faire de l'or véritable, ça va être déclassé du statut des sciences. Oui, non, c'est plutôt rapide. Mais on ne l'a pas dit aussi, quand est-ce qu'on voit les premières apparitions de l'alchimie ? Tu as dit qu'effectivement, ça venait plutôt des textes arabes au début ? Ça naît en Égypte antique, enfin la pratique naît en Égypte antique, et notamment avec l'artisanat et les forgerons égyptiens, parce qu'il y avait une relation très mystique en fait dans leur artisanat. Donc ça, c'est pour la pratique. La théorie, par contre, elle prend racine chez Platon, notamment dans le Timée. Donc tout ce qui est théorie, c'est-à-dire relation avec la nature, la manière d'envisager la nature, ça va être chez Platon. Ouais. Donc on trouve vraiment de l'alchimie dans Platon. Est-ce qu'il disait ça comme ça ou il disait ça autrement ? Non, pas du tout. Platon, c'est vraiment de la philosophie et c'est totalement dénué d'alchimie. C'est vraiment, ils ont repris le concept et ils l'ont adapté et ils ont créé l'alchimie à partir de ça. On en voit au Moyen-Âge ou pas des mentions quelque part ? Oui. On a des mentions de Platon, de Aristote. On a dans les textes médiévaux. Dans les textes médiévaux, ouais. Et donc, raconte-nous comment évolue l'alchimie au Moyen-Âge dans les textes ? Alors, un manuscrit alchimique, ça va être une composition de plusieurs textes. Des textes qu'on appelle les autorités, donc c'est-à-dire des textes fondateurs, notamment, par exemple, la table d'émeraude. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Non, mais faut que tu expliques. Moi, je connais pas. Alors, la table d'émeraude, c'est le texte fondateur de l'alchimie, qui aurait été écrit par Hermès Trismégiste. Donc, c'est un dieu égyptien. Ah ouais, rien que ça, quoi. Il s'appelle Ernest ? Hermès Trismégiste. Oui, Ernest, oui. Moi, je trouve ça fun. Ok. Voilà, et donc, en fait, c'est considéré comme le premier texte alchimique.
Et donc, on va avoir dans les manuscrits du Moyen-Âge des compositions avec, donc, par exemple, la table d'émeraude. On va avoir des morceaux repris du Timée de Platon. On va avoir des passages de Aristote aussi. Il va avoir ajouté à ça des textes inédits écrits par les auteurs, par exemple, du manuscrit et par d'autres alchimistes. Donc, on peut avoir Georges Ripley. C'est vraiment une composition. Et quels sont donc les différents courants de l'alchimie? Parce que tu l'as dit, effectivement. Donc c'est le côté transmuter la matière, transmuter les objets, mais est-ce qu'on a donc différents courants, différentes modes dans l'alchimie? On établit 3 familles d'alchimie. On a une première famille qu'on appelle une alchimie de l'élixir, donc c'est-à-dire qui va être destinée à soigner le corps par des onguents. On va utiliser les vertus médicinales, les plantes, les vertus des métaux aussi. Bon, utiliser les métaux pour se soigner, je suis pas sûre de ça, mais bon. De toute façon, là, tu Voilà, n'es pas là c'est pour ça. la promotion de l'alchimie. Exactement. Donc voilà, une alchimie de l'élixir. On va avoir une alchimie des métaux, et c'est finalement celle qu'on connaît le plus, donc le fameux transformer le plomb en or, etc. Avec pour finalité la pierre philosophale. Donc la pierre philosophale, en fait, c'est une pierre qui va permettre de transformer donc le plomb en or, ou n'importe quel métaux finalement en or. Et une dernière qui est au final la moins connue, mais finalement la plus reprise à partir de la Renaissance, c'est l'alchimie de la quintessence. Donc l'alchimie de la quintessence, ça promet une élévation de l'âme. En fait, c'est transmuter son âme, si vous voulez, l'élever au plus proche de Dieu. Après, que l'alchimie de la quintessence, pareil, ça va être à base d'onguents, de plantes, voilà, des choses comme ça. Ah oui, donc c'est vraiment, on est sur le spirituel, mais on travaille sur le physique pour y arriver. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que en fait, on va voir, alors c'est ce que j'ai montré en fait dans mon étude. En fait, ces 3 catégories, elles existent, mais elles doivent être beaucoup plus nuancées. C'est-à-dire qu'on n'a pas un manuscrit qui va nous faire une alchimie de l'élixir, voilà, ou une alchimie où on va être sur des métaux. En fait, tout va être un peu mixé en ayant en différence le but et le moyen. Par exemple, on va avoir une alchimie qui va avoir pour but la quintessence, donc l'élévation de l'âme. Et pour cela, on va utiliser une alchimie de l'élixir, donc les vertus des plantes médicinales, etc. Donc on n'a pas vraiment les 3 alchimies séparées, c'est Voilà. un peu mélangé, juste parfois on va plus vers l'une ou vers l'autre. Voilà, exactement. Et donc tu l'as dit, tu vois une évolution pendant le Moyen-Âge de la place que ces 3 alchimies ont, et même la place qu'a l'alchimie dans la société médiévale. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je disais tout à l'heure, au XIIIe siècle, on voit une alchimie qui est encore considérée donc, comme une science. On reste dans une alchimie qui est focalisée sur les métaux. Parce que, ils veulent devenir riches. Non, mais c'est à peu près ça, en fait. Oui, soi-disant, oui, l'élévation de l'âme et tout, mais en fait, c'est pour peut-être des fins plus matérielles. Au début, en tout cas, oui. Et donc après, avec le déclassement de l'alchimie en tant que science à partir du XIVe siècle, on voit que l'alchimie va se diriger vers les cours princières, parce que c'est très coûteux. C'est vraiment très très coûteux comme pratique. Pourquoi c'est coûteux ? Les ustensiles et les matières premières, en fait. Les matières premières sont très onéreuses, parce que pour faire de l'or, il faut déjà de l'or avant. Donc, mais je vous rassure. Il y a un souci là. Oui. Par exemple, pour faire le vif-argent. Le quoi ? Le vif-argent qui est une... donc, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs stades dans l'alchimie. La fin, la finalité va être la pierre philosophale. Et avant, on va avoir le vif-argent, qui est une autre pierre, pareil, mais qui, au lieu de transformer en or, transforme en argent. Ok. Voilà. Par exemple, pour faire ce vif-argent, on va avoir besoin d'argent. Mais du coup aussi, les installations, tu l'as dit, les fours et tout ça, oui, ça coûte de l'argent aussi. Ah oui, totalement. Les alchimistes travaillent dans un laboratoire, et déjà pour avoir la place pour le laboratoire, pour tous les ustensiles, il y a une typologie d'ustensiles qui est vraiment très grande, avec différents vases pour différentes utilisations. Les fourneaux sont des fourneaux très spéciaux, spécifiques à l'alchimie, qui demandent beaucoup de recherche, en fait, simplement pour les fabriquer correctement. Donc oui, c'est très onéreux. Est-ce qu'on connaît peut-être des noms d'alchimistes du Moyen-Âge ? Est-ce qu'on a retenu des noms ? Oui, certains. Après, ils se mettent pas forcément en avant. On en a certains, mais en fait, le problème, c'est qu'on sait pas vraiment s'ils ont existé ou pas. Les textes sont associés à des noms, mais on sait pas vraiment si c'est des vrais gens. Donc comme des légendes urbaines, en fait. Presque. En quelque sorte. Alors justement, rentrons parce que on a des sources, donc on va s'y intéresser un peu plus en détail. Tu as donc surtout travaillé sur le XVe siècle et donc 3 manuscrits en particulier. Présente-nous ces 3 manuscrits. Alors, le premier manuscrit, donc c'est un manuscrit du fin XIVe, début XVe, c'est vraiment entre les deux. C'est un manuscrit qui vient de la bibliothèque de l'Arsenal. Et ce qui est marrant, enfin ce qui est intéressant en fait avec ce manuscrit, c'est qu'il est divisé en 2 parties. On a une partie qui va regrouper des traités d'astrologie
et l'autre partie qui va être du coup des traités d'alchimie. Alors ce manuscrit, il va porter beaucoup plus sur de la théorie. On va avoir quelques recettes, mais par rapport à la globalité, c'est vraiment très peu. Et ça va être des textes qui vont faire office d'autorité. Donc ça va être des textes qui sont largement connus dans le milieu alchimique, que l'auteur en fait a remanié un peu à sa sauce, si j'ose dire. On va avoir très peu d'images par rapport au nombre de pages, donc on est à 6 images. Ensuite, j'ai travaillé sur le premier exemplaire de ce qu'on appelle la série des Ripley Scrolls, qui est surtout portée sur le XVIe siècle. C'est un rouleau en ancien anglais, en moyen anglais, et donc qui est le premier de la série des Ripley Scrolls. Donc ça va être quasiment que de l'image, à part quelques poèmes qui vont être écrits du coup en moyen anglais. Et le dernier manuscrit, c'est un manuscrit qui provient de la Wellcome Library de Londres. Et il est très intéressant également parce que là, pour le coup, on va avoir un tout petit peu de théorie, et sinon le reste, c'est que des recettes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que à côté de ces recherches sont vraiment détaillés des schémas avec toutes les étapes pour réaliser ces recettes. Donc des vrais modes d'emploi. Voilà, exactement. Et donc là, dans ces manuscrits, tu as travaillé à la fois sur les images et aussi sur les textes ? Exactement. Et comment tu as travaillé dessus ? Alors, je commence toujours par lire le texte. Tu travailles sur l'anglais médiéval et c'est dur, non ? Finalement, je trouve que le moyen anglais ressemble beaucoup à l'anglais moderne. Après, je travaille avec des dictionnaires. Quand j'ai un doute, je vais chercher dans le dictionnaire, il n'y a pas de problème. Il y a simplement certains mots, surtout comme c'est très spécifique en fait, qui sont pas dans le dictionnaire. Donc là, par rapport au contexte, il faut essayer de comprendre ce que ce mot veut dire. Surtout qu'en général, les mots qu'on ne comprend pas, surtout sur ce rouleau-là en particulier, est déterminant pour comprendre tout le reste, quoi. Donc là, vraiment, tu as fait un travail d'interprétation, c'est une forme de traduction pour les comprendre. Exactement. Et donc, tu lisais les textes et après, tu regardais les images, c'est ça ? Voilà, je regardais les images et en fait, si vous voulez, il n'y a pas de mode d'emploi pour comprendre les images alchimiques. Comment j'ai fonctionné ? En fait, il faut voir des images, voir des manuscrits, etc. Et c'est à force, en fait, de voir ces images qu'on arrive un peu à tisser des liens entre les différents motifs. Et finalement, après, ça fonctionne comme de l'iconographie médiévale classique, c'est-à-dire qu'un motif, on va le comprendre par rapport à la liaison qu'il entretient avec les autres motifs de l'image. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il est plus gros que d'autres motifs, où il est placé par rapport à celui-ci, quelle couleur il est. C'est comme les escargots en fait. Voilà. On comprend ce signifient les escargots dans les enluminures à force de les voir, à force de comprendre pourquoi ils sont placés comme ça. Exactement. C'est pareil. Parfait. Est-ce que les escargots sont présents dans l'alchimie ? J'en ai pas croisé en tout cas. C'est dommage, on y était presque. Mais donc là, les ouvrages que tu as étudiés, est-ce que c'est des ouvrages qui innovent ? Donc avec des nouveautés que tu n'as pas vues dans d'autres manuscrits, ou alors au contraire, est-ce qu'ils reprennent des choses plus anciennes ? Alors j'ai envie de dire, chaque manuscrit alchimique est un peu une nouveauté, parce que de mon point de vue en tout cas, un manuscrit est égal à une alchimie particulière qui concerne l'auteur, son auteur. Par exemple, la manière d'agencer les textes, la manière de représenter l'alchimie va être différente à chaque fois qu'on va changer de manuscrit. Après, on a quand même des motifs en commun. Donc, par exemple, on va retrouver le lion qui apparaît à partir du XVe siècle. Ça représente quoi, le lion ? Ça dépend. Dans les manuscrits, il y a 2 types de lions. En général, il y a le lion vert et il y a le lion rouge qui incarnent chacun quelque chose de différent. Et en général, ça reste globalement des substances. Donc, par exemple, le lion vert, il va représenter le vitriol. Donc, c'est un acide. Donc, on a vraiment le côté un peu métaphorique, allégorique dans l'alchimie. Ah, totalement. C'est avant tout une pratique hermétique qui fonctionne sur la métaphore. Donc, on va avoir des métaphores textuelles, mais on va avoir aussi des métaphores imagées. Et je dirais que l'image alchimique, c'est un langage, en fait. C'est un langage métaphorique. C'est-à-dire, je veux bien que tu développes là-dessus. En fait, si vous voulez, le texte et l'image sont à séparer. On ne va pas illustrer le texte par l'image, on va compléter ce que dit le texte par l'image. Et donc, en ce sens, oui, on dit quelque chose par l'image, quoi. On donne une recette, on donne une manière de fonctionner, on donne une philosophie, un état d'esprit. Et donc, dans les enluminures, qu'est-ce qu'on voit ? À part le lion, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme motif plutôt récurrent ? Alors, on va avoir beaucoup de végétaux, notamment donc, des arbres, des fruits. On va avoir le motif de l'œuf qui est assez récurrent et qu'on appelle l'œuf alchimique. Donc, l'œuf alchimique, quand vous voyez un œuf sur une image, c'est probablement qu'il sous-entend ce qu'ils appellent une matrice, donc c'est-à-dire le lieu de conception, en fait, le lieu de conception, de transformation des substances, ainsi en même temps que le produit fini. C'est 2 en 1.
On va avoir également des astres qui sont représentés, Soleil, Lune, mais aussi en fait toutes les planètes du système solaire connues, qui sont soit en opposition, soit en association. L'hermaphrodite également, donc l'hermaphrodite c'est un personnage qui est à la fois féminin, à la fois masculin et qui souvent en fait représente la dualité or-argent qu'on retrouve quasiment constamment en alchimie. Et enfin, plus classique, les instruments en fait, donc fourneaux, vases, tous les types de vases en fait utilisés. Donc on représente en fait à la fois l'allégorique, mais aussi le très concret en fait. Voilà, c'est ça, le pratique. On mélange les deux. Parce que je pense que ce qu'il faut bien retenir aussi de l'alchimie, c'est pas simplement une pratique, c'est pas simplement une théorie. Ce qui fait que c'est alchimie, c'est vraiment la combinaison des deux, et l'un ne marche pas sans l'autre. Et donc là, est-ce que tu as vu des points communs ou des différences vraiment notoires entre tes 3 manuscrits ? Alors, tout d'abord, au niveau des ustensiles, ça, il y en a dans tous les manuscrits, mais que ce soit associé à une métaphore ou non. Par exemple, dans le manuscrit de la Wellcome Library, on a vraiment des schémas, finalement, de tous ces ustensiles. Sinon, on va retrouver certains motifs récurrents, le lion, par exemple, et la relation maître et apprenti. Parce que, selon moi, et dans les manuscrits, le maître incarne la théorie, et l'apprenti incarne la pratique. C'est juste des flemmards en fait. Ouais. Et je me demandais aussi, parce que vu que tu étudies des manuscrits à la fois français et anglais, est-ce que tu vois des différences peut-être par rapport à ça et aux deux pays, ou est-ce que en fait non, c'est une culture commune ? J'ai pas forcément vu des différences liées à la géographie, peut-être par rapport à certains concepts qui vont être plus exagérés, notamment la philosophie naturelle. Sur les manuscrits français, en tout cas, que j'ai étudiés, on a un rapport à la nature qui va être beaucoup plus accentué, tandis que en Angleterre, c'est beaucoup moins prononcé, quoi. Et justement, tiens, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que l'alchimie nous apprend des rapports entre l'homme et la nature au Moyen-Âge ? Alors, je rajouterais aussi le rapport entre donc, l'homme, la nature et Dieu également, oui. parce que c'est en fait indissociable, les 3 sont indissociables. Finalement, l'alchimie, elle se pose donc en trait d'union entre l'homme et ce qu'il dépasse. Donc, à savoir la nature, Dieu, donc ce qu'ils ne comprennent pas. Et donc, pour certains alchimistes, on voit que Dieu est nature, alors que dans d'autres manuscrits, Dieu et nature sont 2 entités différentes, bien que nature reste une création de Dieu. Et donc, l'alchimie, pour ces gens, permet de questionner un monde, en fait, un monde qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Donc, par exemple, c'est comme si notre science actuelle tentait d'appréhender le concept de Dieu par des calculs. Finalement, c'est à peu près la même chose. À l'image finalement des Grecs utilisant les dieux polythéistes pour expliquer certains phénomènes, l'alchimie se divise donc en 2 parties distinctes. Un savoir constitué de manière empirique, donc plus côté pratique, etc., tester ce qu'ils voient visuellement, et une expérience occulte extrasensorielle visant à pallier aux différents manques en fait de ce qu'ils voient dans leurs expériences. Et ce qui est intéressant, une pensée qui m'est venue en lisant tes recherches, c'est est-ce que l'alchimie ne serait pas un moyen de compenser les frustrations de manque d'explication par la religion ? Je pense que c'est au contraire plus l'inverse. C'est des gens qui ont voulu voir, tester, essayer de comprendre la création de Dieu par les sciences, et le reste, on va dire qu'ils le laissent à Dieu. Je vois plus de cette manière-là, en fait, finalement. Mais alors, est-ce que l'Église condamnait l'alchimie ? Eh bien, pas du tout. En fait, c'est vrai que c'est une fausse rumeur assez répandue, comme quoi le clergé serait en opposition avec les alchimistes, mais pas du tout. En fait, même la plupart des alchimistes sont des religieux. Donc, il n'y a aucune condamnation qui vise ces alchimistes. Les condamnations qui sont faites, c'est vis-à-vis des faux monnayeurs. Donc, c'est-à-dire des gens qui falsifient la monnaie avec l'alchimie. On revient à la thune au Moyen-Âge. Voilà, c'est toujours ça. Et on a par exemple, comme petit exemple, Henri VI d'Angleterre qui répand la fausse monnaie alchimique sur le territoire français et écossais pour plomber l'économie. Et alors, on a beaucoup parlé effectivement de théorie jusqu'à présent, et on voulait savoir, et peut-être que les gens dans la salle se demandent ça, est-ce que tu as pu voir, même si c'était pas ton sujet, est-ce que tu as cherché s'il y avait des traces archéologiques des pratiques alchimistes ? Alors malheureusement, il n'y a aucune trace archéologique qui atteste de la transmutation. Je suis vraiment désolée de vous décevoir. La majorité des savoirs qu'on a, ils sont livresques. Après, je crois qu'il reste encore quelques fourneaux, encore aujourd'hui. Après, tout ce qui va être vaisselle, c'est trop fragile pour qu'on puisse en retrouver énormément, quoi. Bon, alors maintenant, il s'agit de pas faire n'importe quoi. De l'organisation. Déjà, on devrait commencer par trier les fioles. Selon quoi ?
Les couleurs? Ah non, les couleurs, ça peut être trompeur. Regardez les haricots. Les rouges sont plus jolis que les blancs, et ils bousillent les boyaux. Ah ouais. Par exemple, celle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle pue? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pue sinon? Comme fiole? Non, dans la vie. Les pieds? Et les pieds? On peut dire que c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est plutôt une bonne chose pour marcher, mais quand on marche trop, ça fait mal aux pieds. Exactement. Donc cette fiole, selon comme elle pue, on dit qu'elle est plutôt bonne, et faut pas trop en mettre. Allez-y. J'en mets combien alors? Vous en mettez pas trop. Donc, dans ce premier manuscrit, on a un exemple de recette, un exemple parmi tant d'autres, pour donc faire la recette du vif-argent dont je parlais tout à l'heure. Donc, alors, c'est assez marrant. Donc, on va prendre de l'argent qu'on va mettre dans un mortier de bois, c'est très important, avec du sel. Donc, on va moudre le tout ensemble et on va rajouter à cette préparation du vin aigre. Oui. Et donc, le mélange est censé, à ce moment-là, devenir noir. On va rincer la préparation, donc argent-sel, avec du vin aigre, jusqu'à ce que le vin aigre soit clair, ressorte clair. À ce moment-là, donc, on va placer cette mixture dans un linge blanc. Pareil, c'est très important, la couleur. Et on va le placer au soleil pendant un certain temps. Alors, c'est pas précisé, C'est pas précisé. Voilà, c'est au bon vouloir, voilà. Et donc voilà, un certain temps. Et donc, à partir de là, après un certain temps, on est censé ouvrir ce linge et découvrir le vif-argent. Voilà. Donc c'est à la fois super précis et pas précis du tout. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'est très hermétique. En fait, il y a ce travail herméneutique que l'alchimiste doit faire. Herméneutique, donc, c'est-à-dire, il faut faire accoucher le savoir, si vous voulez. Ah. Dans le sens où l'alchimiste, quand il va lire un texte, est obligé de creuser, de faire naître le savoir pour pouvoir l'utiliser lui-même. Ils estiment que pour devenir un alchimiste, il faut savoir déceler en fait les messages cachés derrière toutes les métaphores. Donc on est vraiment effectivement déjà sur une pratique de l'élite, parce que pour savoir lire, posséder des manuscrits, avoir tout le matériel, et donc avoir toute cette connaissance, on est vraiment déjà sur une très haute sphère de Moyen-Âge. Ah oui, c'est sûr. Jusqu'au XIIIe siècle, déjà, c'était uniquement en latin. Il n'y avait aucun texte alchimique en langue vulgaire. Et donc oui, c'était réservé vraiment à des élites. Après, à partir du XIVe siècle, on va passer dans des milieux un peu plus populaires, donc on passe sur de la langue vulgaire, etc. Mais c'est quand même des gens qui sont très instruits. En plus, pour pouvoir acheter de l'argent et tout ça, oui, il faut quand même pas mal de moyens. Ouais. C'est les élites populaires. Ouais. Par contre, les alchimistes savaient que leur entreprise était vaine, qu'ils n'arriveraient jamais à recréer en fait la création de Dieu. Ils le savaient. Mais quel intérêt alors? C'est vraiment la question. En fait, ils étaient au courant que l'homme ne peut que singer la nature, ne peut que l'imiter. Et donc, on s'arrête 2 secondes là-dessus. C'est fou. Donc, ils savaient qu'en fait, ils n'y arriveraient pas. C'est ça. Mais ils le faisaient quand même. Exactement. En fait, ils essayaient de recréer, de voir jusqu'où pouvait aller l'homme dans sa création. Mais en aucun cas, ils rentraient en opposition avec Dieu. C'est-à-dire ils ne se prennent pas pour Dieu. Voilà, c'est ça. En fait, leur entreprise, elle visait à se rapprocher de Dieu, mais pas dans son sens devenir lui, c'est-à-dire rapprocher philosophiquement dans leur foi, etc. Ils pensaient qu'en ayant cette entreprise-là, ils allaient se rapprocher spirituellement de Dieu en accédant à ces mystères. Parce qu'on peut imaginer que s'ils avaient voulu se prendre pour Dieu, là, la religion n'aurait pas été contente. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on a notamment la reprise de modèles bibliques, en fait, dans les images. Donc, par exemple, on a un manuscrit allemand où on voit carrément le Christ portant la croix, et c'est une métaphore alchimique. On a, par exemple, dans le rouleau que j'ai étudié, on a à un moment donc une reprise, en fait, du thème du Jardin d'Éden. Donc, c'est-à-dire qu'on a une femme et un homme nus dans un bassin, en train de manger, donc pas une pomme, mais un raisin. Et la vigne, c'est une plante qui s'enroule, qui serpente. Et donc, pour moi, c'est encore une référence au Jardin d'Éden, au serpent, etc. Donc en fait, ils peuvent reprendre n'importe quelle métaphore pour la lier à la chimie. Oui. Oui. Oui, en fait... Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'escargot dans cette histoire, quand même. Mais non, bon. Oui. Un autre exemple aussi de manuscrit, un manuscrit qui est d'ailleurs très connu, il est emblématique du XVe siècle pour ses enluminures absolument exceptionnelles. Il s'appelle l'Aurora Consurgens et il est conservé à Zurich. On a un singe
à 3 jambes, avec donc sa première jambe, c'est un poisson, la deuxième, c'est un fagot de paille enflammé, et sa troisième jambe, c'est un os, une jambe en os. Son bras gauche tient un serpent, son bras droit, une écrevisse. Il joue du violon avec. Et donc après, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans tout ça. Non, mais c'est d'être pire en pire au fur et à mesure de ta phrase, en fait. Ah oui, non mais oui. Oui, je pourrais vous la montrer. Je l'ai apportée. De toute façon, on la mettra sur le site parce que là, clairement, je pense qu'on veut voir cette image. Hein. On veut la voir. Mais alors, tiens, justement, raconte-nous aussi, dans le travail que tu as fait, est-ce que tu as pu consulter en vrai les manuscrits ou est-ce que c'était que du numérisé ? Malheureusement, non, j'ai pas pu les consulter en vrai. J'ai utilisé Gallica, hein, comme je pense à peu près tout le monde. Mais voilà, donc pour essayer de comprendre ces images, donc je reprends par rapport à l'image du singe. En fait, il faut chercher ce qui se rapproche le plus dans l'iconographie médiévale et ce qu'on peut tirer en fait des analyses de l'iconographie médiévale pour l'appliquer à ce type d'imagerie. Donc là, pour le coup, le singe, donc il joue de la musique et j'ai remarqué avec une écrevisse, c'est ça ? Ouais. Voilà, ouais. C'est ça, exactement. J'ai remarqué que dans certains livres d'heures, par exemple, on a des animaux qui jouent de la musique. On a des animaux qui jouent de la musique avec tout sauf des instruments. Et donc, en fait, ça se rapporte à un mouvement manqué, à quelque chose qui aurait pu être beau, mais dans la situation actuelle, est tout sauf réalisable. Et donc, c'est en ça que ça se rejoint avec le fait que l'homme, dans son entreprise alchimique, ne peut que singer la nature. Donc, voilà, tout ce rapport-là. Je crois qu'on a tous fait un. Et toi, du coup, à part, j'imagine, le travail de toute interprétation, qu'est-ce que tu as d'autre comme difficulté ? Tout d'abord, je pense que la première chose qui m'a frappée, c'était trouver de la documentation. Parce que quand je suis vraiment rentrée dans mon mémoire et qu'il a fallu que je commence à étudier tout ça, je me suis dit, mais en fait, personne n'en parle. En tout cas, sur le Moyen-Âge, c'est encore très peu connu, les études qui sont faites au Moyen-Âge sur les images. Et il a fallu comprendre en fait tous les concepts. Donc, c'est-à-dire, il a fallu comprendre la théorie, il a fallu, là, je n'ai pas tout détaillé, toutes les théories qui sont en vigueur par rapport à l'alchimie, mais il y en a vraiment beaucoup. Chaque auteur, il va un peu de sa de sa vision, etc. Donc, pour comprendre tous les courants de pensée, c'est assez complexe. Connaître le contexte et puis la pratique, finalement, comment il fonctionne concrètement, c'est quelque chose qui est très peu décrit, en fait, dans les sources. Donc, comprendre tout ça, ça a été très, très long. Donc, j'ai vraiment mis 1 an où juste je me suis renseignée sur le sujet et il fallait aussi trouver des manuscrits, il fallait trouver des images. Finalement, mon mémoire, je l'ai fait sur 1 an, quoi. Enfin, en tout cas, l'écriture et la réflexion par rapport à mes manuscrits à moi sont faits que en 1 an. Et je t'ai pas demandé, mais pourquoi tu as choisi ces 3 manuscrits-là en particulier et pas d'autres ? Alors, je voulais des manuscrits qui soient déjà pas trop étudiés. Parce que, Moyen-Âge, pas encore beaucoup d'images. Donc, ceux où il y a des images, ils sont pris d'assaut. Enfin, ils sont déjà beaucoup étudiés, je dirais. On a entendu parler, etc. Donc, il fallait que je puisse innover, en fait. Donc, ou du moins faire quelque chose d'un peu nouveau, quoi. Et donc, c'est pour ça. En plus de ça, je voulais essayer de représenter, en tout cas, les 3 familles d'alchimie dont j'ai parlé au début. Donc, c'est pour ça que mon sujet, ma sélection s'est portée sur ces 3 manuscrits-là. Et dans tes recherches, est-ce que tu n'as pas été confrontée à des jugements de personnes qui penseraient que c'est pas un vrai sujet sérieux ? Si, et puis même aujourd'hui encore, c'est sûr, parce que je pense que le médiévalisme véhicule en fait une image de l'alchimie qui donc est... la vision, on va dire contemporaine, la vision du XXIe siècle sur le Moyen-Âge. Voilà, exactement, véhicule une vision en fait de la pratique très fantasy. Hein. On pense tous à Harry Potter, Nicolas Flamel, la pierre philosophale. On en a parlé plusieurs fois quand je fais référence à ce sujet. Donc je pense qu'il faut, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, un travail de déconstruction par rapport à nos a priori. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je me suis penchée sur ce sujet, c'est que je voulais vraiment tenter d'appréhender la différence qu'il y avait avec la vision qu'on a de l'alchimie aujourd'hui et la réalité telle qu'elle était à l'époque, parce qu'en fait elle est totalement différente. Oui, et on l'a vu aussi, alors j'ai un épisode qui est sorti il y a quelques mois. On a fait un épisode dans Jeux vidéo et Moyen-Âge avec mon comparse Albert Leparc sur le jeu A Plague Tale.
Il est dans la salle pendant qu'on parle. Sur le jeu Plague Tale, donc Innocence, où l'alchimie a un grand rôle et tout ça. Donc on voit un peu dans le jeu qu'il y a certains trucs que tu as dit, mais où clairement, bon, tout le reste, ça part un peu dans tous les sens. Mais en fait, c'est intéressant parce que là, c'est tout le début du jeu, donc je spoile rien. Mais la personne qui pratique de l'alchimie au début, c'est pour soigner quelqu'un. Donc on voit qu'en fait, oui, il y a un lien avec ce que tu dis, c'est que on peut avoir quand même parfois une bonne représentation de l'alchimie aussi. C'est ça. Surtout que médecine, pour le coup, médecine et alchimie sont assez liées. En fait, on a des médecins qui sont alchimistes. Et qui se disent alchimistes aussi? Oui, ouais. oui, Oh, oui. wow. Ouais. Parce que, en fait, finalement, tout ce qui est distillation, etc., ça a aidé même les vertus médicinales des plantes. En fait, les recherches de l'alchimie portent également là-dessus. Et alors, bon, tu as soutenu ton mémoire il y a quelques mois au moment où on enregistre. Est-ce que tu aimerais poursuivre tes recherches? À titre personnel, oui. Mais j'aimerais plus essayer d'axer mes recherches sur la figure de l'alchimiste. Enfin, l'alchimiste n'est que très peu représenté, en fait, dans les manuscrits. Parce que c'est en fait, on va dire, c'est un artisan déjà, et il est porteur du message de Dieu finalement. Et donc, les rares fois où cet alchimiste est représenté, je voulais essayer de comprendre justement pourquoi il était présent à ce moment-là et pas sur les autres. Et donc voilà, je pense axer plus mes recherches de ce côté-là. Donc potentiellement aller en thèse? Non. Ah. Non, j'ai adoré mes études, et si c'était à refaire, je le referais. Mais j'aimerais plus axer mon travail sur la vulgarisation, notamment le spectacle vivant, essayer de faire quelque chose là-dedans. Un spectacle vivant sur la chimie au Moyen-Âge? Mon rêve. Ah, ça serait trop cool! Je pense qu'il faut essayer de redonner une autre vision de l'alchimie au grand public. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Et pour finir, alors peut-être que des gens nous écoutent et se disent mais moi aussi j'aimerais faire un mémoire sur l'alchimie. Alors du coup, pas la figure de l'alchimiste parce que là tu te le réserves, mais est-ce que pour toi il reste d'autres sujets à étudier liés à l'alchimie? Ah oui, parce que c'est une pratique qui est tellement vaste. Je pense qu'on peut vraiment encore, il y a de longues années d'études sur ce sujet, et je pense que même rien que sur mon sujet à moi, ça mériterait d'être creusé en profondeur, d'aller plus en profondeur sur rien que sur les images de mon manuscrit. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'alchimie au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Léa Aubard et bonne continuation pour tes recherches. Merci beaucoup. Auditeurs, auditrices, alors vous le savez, pour chaque épisode, il y a, et là vraiment je pense que c'est encore plus important peut-être que d'habitude, il y a donc un article lié à l'épisode, donc on vous mettra des images, beaucoup d'images, mais aussi des conseils de lecture, comme ça si vous voulez aller un peu plus loin, il y aura des choses en plus. Tant que vous êtes sur le site, profitez-en parce qu'on l'a un petit peu mentionné, et j'ai fait, alors c'est pour Passion moderniste, mais j'avais fait un épisode sur l'astrologie au XVIe siècle, et vraiment qui est un peu la suite de celui-là, parce que alors on était sur comment Louise de Savoie avait vraiment tout prévu le destin de son fils François Ier avec l'astrologie. Vraiment, à l'écouter, c'était vraiment super intéressant. Et comment, effectivement, c'était aussi considéré comme une vraie science et qui, vraiment, les gens prenaient très au sérieux parmi les élites. Donc vraiment, il y a une vraie continuité avec ce que tu as dit tout à l'heure. Donc vraiment, voilà, allez voir tout ça, allez voir tous les autres épisodes de Passion médiéviste. Merci énormément au Social Bar à Paris, donc l'endroit parfait pour venir vous poser entre amis ou collègues à côté de la gare de Lyon et de la gare de Bercy. Vraiment, c'est très grand, il y a une très bonne ambiance, n'hésitez pas. Merci énormément aux mécènes qui en fait soutiennent ce podcast et qui m'ont permis d'organiser cet événement et d'autres, parce que voilà, aujourd'hui donc le bar est gratuitement, mais mon invitée donc je vais la défrayer parce qu'elle est venue, et moi ça me permet de toute l'installation, donc merci beaucoup, merci énormément aux bénévoles qui m'ont aidé à l'installation et à accueillir le public nombreux, et merci beaucoup au public, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Et comme annoncé au début, on se retrouve en fin d'épisode. Je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu Passion médiéviste financièrement le mois passé, parce que si jamais vous avez envie
de faire grandir le podcast, eh bien vous pouvez déjà en parler autour de vous, voilà, le bouche à oreille, parler du podcast, que ce soit à vos amis, sur les réseaux sociaux, vos collègues, comme vous voulez. Et si jamais c'est possible pour vous et que vous en avez envie, vous pouvez soutenir Passion Médiéviste financièrement. Je vous explique comment faire sur mon site passionmédiéviste.fr/soutenir. Et donc ce mois-ci, en plus de Nathalie, je tiens à remercier particulièrement Lucille, Marthe, Morgane, Caillot, Sayo, je ne sais pas, Lucie et Fleur. Encore merci énormément pour votre soutien et comme promis, des petites annonces. Alors elles seront dépassées peut-être si vous écoutez ce podcast dans quelques mois, mais on ne sait jamais. Sachez que le samedi 12 avril 2025, je fête doublement l'anniversaire de Passion Médiéviste en quelque sorte. J'organise une sorte de goûter d'anniversaire l'après-midi à Saint-Denis au bar Le Quai d'Yves. Voilà, c'est vraiment un moment informel de 15h à 18h30 pour discuter du podcast. Il y aura un petit quiz pour les personnes qui sont les plus au taquet et aussi, je vais en profiter pour vendre quelques carnets Passion Médiéviste qui me restent encore. Je vous laisse regarder si vous voulez sur internet ce qu'est le projet du carnet. J'en avais pas mal parlé sur mon site notamment. Et aussi, le soir, j'organise un super joute très spécial sur l'architecture à la Basilique Saint-Denis. Donc un super joute qui va classer les architectes de la basilique en toute mauvaise foi. Vous verrez, c'est assez chouette. Il y aura aussi dans les prochains événements, donc un tout petit peu plus lointain, il y a le 24 mai un événement à Chambéry, un super joute des ducs de Savoie du 15e siècle. Oui, je vous assure, on va faire ça. Normalement, il y aura aussi un événement peut-être à Dijon en juin et aussi un événement en juillet au rempart de Dinan. Voilà, toutes les informations sont sur mon site, sur la page événements. Et si vous écoutez ce podcast bien après les événements que je viens de mentionner, eh bien vous pouvez quand même aller voir cette page sur mon site d'événements parce que je propose souvent des événements, voilà, plusieurs fois par an. Donc peut-être qu'il y en a un qui se tient proche de chez vous et que vous dites, tiens, si j'allais voir un enregistrement de podcast en public. C'est vraiment les 3/4 du temps gratuit, voire même 90% gratuit. Donc je suis très contente de pouvoir vous proposer ça. Voilà, encore merci énormément. C'est grâce à vous que ce podcast existe. C'est grâce à vous que ce podcast grandit et que je vous prépare plein de très chouettes choses. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Encore une fois, salut!